Est-ce que le monde est devenu plus dangereux? Franchement, je ne le crois pas. Il n'est pas plus dangereux, il est simplement moins stable, moins prévisible, plus complexe que par le passé. On n'est pas menacé de guerre. Il n'y a pas de risque de guerre sur le continent centre-européen. Mais notre outil de défense doit évoluer en fonction de la menace, des risques. Et les risques et les menaces ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Nous voulons mettre en place une nouvelle organisation qui reposera sur 90 bases de défense réparties dans 400 communes et qui pourront mutualiser leurs moyens de soutien au profit de 2800 personnes en moyenne par base. Cette réorganisation se traduira par un certain nombre de fermetures ou de transferts d'unités militaires. Ces mesures seront complétées par un large dispositif d'accompagnement. D'abord un dispositif d'accompagnement social au profit des personnels militaires et civils de la défense qui seront impactés par ces transferts. Et ensuite un dispositif d'accompagnement territorial qui aura pour objectif principal... Quand le Premier ministre confirma la fermeture de 83 garnisons, une onde de choc traversa le pays. Elle toucha surtout les communes rurales déjà fragilisées par des exodes successifs. Un vent teinté de panique et de révolte souffla. Mais la défense de la nation, ce n'est pas l'aménagement du territoire, avait dit le président de la République. Ce qui suscita une vive émotion, un sentiment d'abandon. En 2010, Dieuze va perdre la moitié de ses habitants. Le 13e régiment de dragons parachutistes s'en va, et une page se tourne sur plus d'un siècle d'histoire militaire. Quand l'État enlève donc un régiment, il a l'obligation de compenser. Là, on appauvrit une région rurale, on m'enlève un habitant sur deux, on m'enlève 1000 emplois militaires, 200 emplois induits, on m'enlève 350 familles, on m'enlève 700 enfants. Il nous faut ici donc de la vie, il nous faut des hommes, il nous faut des familles pour que nos écoles puissent rester, pour que nos services publics puissent se développer. Un régiment comme celui-ci, qui est un régiment d'élite, ils ont un pouvoir d'achat qu'on peut évaluer à 30 millions d'euros par an. 30 millions d'euros par an. Donc, économiquement, c'est important. Mais sans oublier l'aspect économique, ici, on est attaché à notre armée. L'armée fait partie intégrante de la population. On est fiers de nos militaires, d'autant plus que le CNRDP est sans doute un des plus prestigieux régiments de France. Et là, je ne crois pas beaucoup me tromper. En 40 ans, Dieuze a perdu les mines, la sidérurgie et la chimie. Lui restait son identité militaire. Pour comprendre ce qui se joue ici, au-delà de toute considération économique, observons le paysage alentour. Une campagne dont les contours ont bel et bien été dessinés par les armées et les régiments. Ici, la terre conserve les stigmates de 2 guerres mondiales. Ah, voilà encore des vestiges. Alors là, voilà, par exemple, ce sont des obus de 75 de charpentière allemande, la dernière guerre. Oui, ici, il y a eu d'énormes batailles. Vous voyez les bois, c'est des bois qui sont relativement jeunes. Hein, il n'y a plus d'anciens bois, tous les bois qu'il y avait ici en 40. Ici, ça a été bombardé par l'aviation. Hein. L'aviation américaine a bombardé à outrance ici. Hein. Entre l'aviation et l'artillerie, je peux vous dire que ceux qui étaient là, ils faisaient pas bon yet. Hein. 90% de ce territoire était recouvert de tranchées, de sable, de blocos et de barbelés. Hervé Sève est un ancien parachutiste. Historien de sa région, il s'est donné pour mission de protéger cette identité militaire qu'il considère comme un véritable patrimoine national que l'État voudrait oublier. Ici, ça a été rasé à 100%. Vous avez tous les villages frontaliers que vous voyez, que ce soit Moncourt, Besançon, Chanray, tout ça, ont été rasés à 100%. Il restait une maison debout. Il a fallu tout reconstruire. Vous savez, ici, les gens sont très patriotiques. Ils sont ici, c'est vraiment avec ce qu'ils ont su faire, c'est vraiment l'esprit de la France, de la force française, de l'armée française,
Qui a libéré ce pays? De Gaulle. De Gaulle, c'est un dieu ici. Pour les Mosellans, ça a été... Après la guerre, c'était un dieu. Il a libéré la Moselle. Et l'Alsace, bien sûr. Hein, il faut mettre l'Alsace dans le truc. Et donc, on a cette idée de patrie, de drapeau bleu, blanc, rouge. On le sort aux fenêtres quand c'est le 14 juillet, quand c'est la fête, quoi. On a beaucoup payé. Quand nos parents ont dû quitter lors de l'exil en prenant 20 kilos de bagages, ils ne sont partis parce qu'ils ne voulaient pas être sous l'autorité de l'envahisseur. Ils ont voulu être français, ils se sont battus pour être français. Effectivement, on oublie tout à fait l'histoire. Parce que si une région a beaucoup souffert pour faire de la France ce qu'elle est aujourd'hui, eh bien c'est grâce à des gens qui se sont battus. Et là, on l'oublie totalement. Et oublier ses racines, oublier son histoire, c'est grave. Et ce qui arrive aujourd'hui avec une telle décision, c'est inquiétant pour les conséquences, à mon avis, qu'on aura du mal donc à gérer. Dans un village voisin, nous retrouvons 3 anciens officiers du 13e Dragon. Ils sont arrivés là en 1963, sur l'ordre de Pierre Messmer, à l'époque ministre des Armées. La caserne avait été construite par les Prussiens en 1871, reprise par les Français en 1918, réinvestie par les Allemands en 1940, puis abandonnée. Moi, j'ai un excellent souvenir de mon arrivée à Dieuze, parce que c'était la nuit, et je sais pas, minuit, 1h du matin, on est arrivé en camion, c'était les GMC à l'époque, et les Dodge 6-6. Ouais. Et je ne dis pas toute la population, mais beaucoup de monde dans les rues, avec le drapeau français, et qui criait « Vive les paras, vive l'armée ». Et ben, je peux vous dire que bon, même si vous n'êtes pas chaud pour venir, tiens, ben, c'est pas trop mal le coin, là. Au tout début, les arbres s'élevaient au milieu des toitures. Hein. Mais pendant 3 mois, on a gratté les pavés, et puis c'était pas marrant. Alors on disait, ah, il y a peut-être que les Allemands qui étaient là, ils ont peut-être laissé des armes, alors allez, on gratte, on va peut-être trouver une cache avec des armes. Et on grattait. Bon, mais... Ah, c'était pour toi. Enfin, voir comment le quartier est devenu depuis, bon, je regrette pas. Finalement, ce régiment, c'est nous qui on l'a créé, non, mais on a participé à son essor, nous et puis d'autres. En fait, dans ce domaine-là, on fait 50 ans en arrière, et l'économie de Dieuze fera également 50 ans en arrière. Je sais pas où on va. Je sais vraiment pas où on va. Dans un an, le 13 part à Souges, en Gironde, rejoindre l'état-major des forces spéciales. Il faut faire des économies et regrouper les unités, explique le gouvernement. Il serait remplacé par une école de formation des militaires. Mais elle n'existe pas encore. En attendant, on promet à Dieuze 10 millions d'euros de compensation. Je pense que l'histoire des compensations, c'est vraiment... c'est une goutte d'eau, quoi. Quand 10 millions d'euros, c'est quoi? C'est, je sais pas moi, 1 ou 2 kilomètres d'autoroute. C'est pas grand-chose. Parce que c'est une fois. Ça sera pas tous les ans, ça sera pas tous les 10 ans. Ensuite, que va faire la commune de Dieuze? Elle aura du mal. Moi, ce que je reproche dans cette affaire-là, c'est la manière dont ça a été fait. Il faut à tout prix que le régiment rejoigne la brigade, son état-major. Bien sûr, quand on met un état-major dans le sud-ouest, après on dit, bah oui, il faut qu'il descende vers son état-major, c'est sûr. Pourquoi au bord de la mer? Tout ce qui est hélicoptère spécialisé, l'infanterie de marine, il y a un coin pas mal à Falsbourg, il y a de la place. En plus, il y a des hélicoptères à l'heure actuelle, donc l'infrastructure existe. Il y a une piste d'aviation, pourquoi pas les faire monter? Vous pouvez me répondre à cette question? Pourquoi on les a fait descendre alors? Bon, il faut être clair. Bon, qui est maire de Saint-Jean-de-Luz et qui est député des coins? Qui est député du coin? Mais moi, je reproche un peu les... Je fais pas de politique là, mais je suis le Français moyen, habitant ici dans le coin, et je m'aperçois que nos 2 élus de haut niveau, parlementaires, hein, des 2 chambres d'ailleurs, se sont pas cassés beaucoup la nénette, hein, on peut le dire franchement, hein, et puis ça me dérange pas de le dire. C'est l'impression que j'ai et que beaucoup ont eu, on a fait le service minimum. Moi, j'étais avec le maire de Dieuze, les parlementaires, j'étais à Matignon. Parce qu'on devait au préalable y aller, manifester, et puis il y a eu des parasitages en colotte, et finalement on a été en comité restreint voir donc les conseillers du Premier ministre. Mais bon, on est sorti de là,
comme si de rien n'était. On n'a rien appris, on n'a pas progressé. Et quand j'entendais les arguments des conseillers militaires, moi j'ai pas 4 ou 5 étoiles, là, mais bon, ça tient pas la route, quoi. Ça tient pas la route. Un hélicoptère, on peut le mettre où on veut. On peut le mettre où on veut. Et puis les manipulations des uns et des autres, je les perçois aussi, encore à l'heure actuelle. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas tellement apprécié du tout. C'est vraiment ça qui me fout les boules, comme on dit. Les personnes qui sont proches du pouvoir ont réussi à tirer la couverture à eux, et puis des petits élus comme nous, on ne tient pas compte. Donc de notre histoire, on ne tient pas compte de la fragilité du territoire, et en termes d'aménagement du territoire, c'est très mauvais. On ne prend pas du tout compte des conséquences et des réalités. Et en plus, quand on communique, on fait croire que tout va bien. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Et effectivement, là, on n'est pas du tout pris donc, en considération. On est complètement oublié, on est méprisé. Nous étions sur 471 communes d'implantation. Et toutes les restructurations avaient été faites sur des critères parfois politiques, parfois d'aménagement du territoire, et non pas sur des critères d'efficacité de notre outil de défense. Or, si les Français décident d'accorder autant d'argent à leur défense, c'est pas pour faire de l'aménagement du territoire. C'est deux politiques différentes. Ils veulent qu'on mette de l'argent sur leur défense, sur la défense, pour que la France soit en sécurité et que la France compte. Et en même temps, ils veulent une politique d'aménagement du territoire. Mais ne demandons pas à la défense de faire une politique d'aménagement du territoire. C'est deux métiers différents, c'est deux choses différentes. Et donc, cette restructuration, nous l'avons menée avec cette idée-là qu'il nous fallait un outil de défense réorganisé pour qu'il soit plus efficace et que l'argent soit affecté et consacré à ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire assurer notre sécurité. Le maire de Dieuze a bataillé ferme. Il a même mené un mouvement de fronde des maires de Moselle, tous unis menaçant de remettre leur mandat en jeu en démissionnant en bloc. Ils sont allés à Paris. Puis avec le temps, les alliances se sont distendues, chacun protégeant les intérêts de sa ville. Sarrebourg, Bitche, Toul, bien d'autres encore conservaient une garnison. Alors tant pis pour Dieuze. Fernand Lormand s'est retrouvé bien seul. Aujourd'hui, un chef d'entreprise ferme une entreprise de 400 emplois, eh bien, on trouve la décision inhumaine, et c'est une décision inhumaine pour les salariés, je vous l'accorde. Mais là, l'État décide d'enlever 1000 emplois, et alors que l'État, au contraire, devrait penser aux régions du pays les plus fragiles. Et ici, nous sommes dans une région fragile. Il ne faut pas oublier que nous avons eu les mines de charbon, les mines d'acier qui ont fermé, la chimie qui a fermé, beaucoup d'entreprises ont délocalisé, et l'État continue donc à nous sacrifier. Et ce que je crois comprendre, c'est que beaucoup de militaires vont rester ici, quitteront l'armée. Ces gens-là, on les retrouvera sur le marché de l'emploi. Et puis, bien sûr, on créera de l'emploi dans le sud-ouest. Donc voilà, on ne fait qu'augmenter les équilibres entre l'Est et l'Ouest. L'Est de la France, à mon avis, n'a plus d'avenir, puisque tout ce qui est dans le sud, effectivement, est privilégié. Et le monde rural, j'en parle pas, puisque le monde rural, malheureusement, est sacrifié. Vous pensez qu'il y a 60 ans, là, c'était la tourmente, les bombardements. On a du mal à imaginer ça, qu'il y a des gens qui ont souffert ici, qui ont été tués, qui sont toujours là. Hein. Soit disant que la menace n'est plus dans ce coin-là. La menace vient du sud? Pose la question. Tous ces villages, là, on est en train de les dépeupler. Au niveau école, par exemple, je prends le cas des écoles. Nous avons formé un regroupement scolaire avec 5 villages. Et 3 de ces villages possèdent donc des écoles, la maternelle à Moncourt, les CE1, CE2 à Bosange, les cours moyens à Alais. Et puis après, ils partent à Dieuze quand ils vont en 6e. Ça veut dire que tous les matins, il y a un petit bus qui passe, qui récupère les gosses. Je suis un peu touché de ça parce que j'ai un petit-fils qui a 3 ans et qui se lève donc le matin à 7h30 pour prendre son bus à 8h15 pour aller à la maternelle. Mais le jour où on va être obligé de fermer ces écoles, et on pense que ça va arriver, ça a failli arriver cette année, le gamin de 3 ans il va être obligé de se lever à 6h30 pour prendre un bus à 7h, 7h15 pour aller à Dieuze en maternelle. Je pense que pour des gosses,
De 3 ans, c'est peut-être un peu dur. 6h30, c'est encore pas l'usine, quoi. Voilà. Dernièrement, la commune a construit une nouvelle crèche et a agrandi l'école. Or, 136 élèves vont partir et 6 classes de primaire vont fermer. C'est un cataclysme, quoi. Personnellement, je ne serai guère touché puisque je vais partir à la retraite l'année prochaine. Mais bon, je pense à ceux qui resteront dans l'école, qui seront obligés de partir puisqu'il y aura suppression de postes. Et bon, postuler pour où? Il y eut bien d'autres investissements pour occuper les militaires et leurs enfants. Aujourd'hui, le professeur de tennis, le président du club de football sont eux aussi inquiets. Normalement, ça représente quand même 10% des effectifs. Ah oui, faut compter 10%. Ça représente 10% des effectifs. De toute façon, toutes les associations risquent d'en pâtir un petit peu dans la mesure où il y a un certain nombre d'associations. Combien il y a d'associations sur Dieuze? Il y a une trentaine. Plus, oui. Bon, bah, donc, s'il y a 10% des effectifs pour chacune des associations qui disparaît, ça fait quand même un nombre important globalement. Quoi. Ça fait un nombre important. On a l'entraîneur de l'équipe première, c'est un militaire. Alors, si jamais ils sont là, on peut retrouver un autre. On a 2 éducateurs au niveau des jeunes qui sont aussi militaires, qui vont sûrement partir. Après, il va falloir remplacer tous les gens là. Quand on sait déjà que le bénévolat à l'heure actuelle, il n'est pas facile à trouver. Alors, un peu beaucoup des bénévoles. Ouais. Alors, si en plus les gens là qui rendent service, ils s'en vont, bon ben. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Si ils partent tous d'un coup, s'échelonner sur 1 ou 2 ans. Je pense que le plus mal loti en ce moment, c'est monsieur le maire. Hein. Je ne voudrais pas être trop à sa place non plus. Là, on prend la crise en plein fouet. Hein. Enfin, nous, là, on se la paye dedans. Ouais. Hein. Et si vous voulez, c'est peut-être, oui, on a été peut-être un peu oubliés par certaines personnes qui ont des places, malheureusement, plus hautes que les nôtres, et qui ont réfléchi pour eux, pas pour les autres. Donc, on peut parler franchement. Un régiment qui s'en va, et depuis 1 an l'arrivée de la crise économique. Beaucoup de PME ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 30 à 40%. Certaines pratiquent aujourd'hui le chômage partiel. Avec un sort qui s'acharne à ce point, au hasard des rencontres, les langues se délient. Et les mots ne dépassent pas forcément les pensées. Bonne journée. Normalement, le régiment qui part, il y a des usines qui ferment, il n'y a plus de boulot ici. Et c'est ici qu'on est plus à droite qu'à gauche, hein. Hein? On était toujours été gaullistes ici, hein. Et nous, on était 4 fois dans notre histoire allemande. Hein. On regrette d'être français, hein. Écoutez, on est pour délaisser pour compte, hein. C'est malheureux pour nos petits-enfants, il n'y a pas d'avenir ici. Et notre maire, le maire, M. Laumont, c'est un bon maire, plus qu'un bon maire. Maintenant, tout ce qu'il a investi, c'est qui va payer? C'est toujours les mêmes, hein. Si on nous retire encore ça, on va tous mourir. C'est des petits commerces, on est vraiment petits commerçants, petite structure. Donc on a besoin de cette activité militaire. Donc si on ne nous remplace pas, si on ne nous met rien, pour nous c'est dramatique, c'est dramatique. Bon, je vous laisse. Au revoir, merci. Principal, la création de nouveaux emplois. Les communes les plus touchées feront l'objet d'un accompagnement personnalisé. Des contrats de site ou des conventions d'aménagement seront proposés. Un dispositif de soutien au financement des communes dont le budget sera fortement déséquilibré est également prévu. 320 millions d'euros de subventions d'investissement y seront consacrés. Les marges... À la frontière italienne, Barcelonnette et son quartier Craplet, siège du centre d'instruction et d'entraînement au combat en montagne, implanté ici en 1989. La caserne ferme dans 1 mois. Déjà ne reste plus qu'une trentaine de sous-officiers et d'officiers chargés du déménagement. 70. 130 militaires vivaient ici.
Le centre employait une vingtaine de civils, instruisait tous les ans près de 3000 soldats stagiaires qui eux-mêmes apportaient un revenu de 15 millions d'euros à la ville. À la fin du mois de juin, la compagnie sera incorporée à d'autres troupes de montagne, stationnées plus au nord, à Modane, en Haute-Savoie. On peut dire qu'on n'a jamais été aussi près de la fin. L'ambiance est un peu morose, évidemment, d'autant que les gens croyaient vraiment à leur mission. Donc voilà, ils se retrouvent, on leur retire leur outil de travail quasiment du jour au lendemain, parce que la décision a été prise il y a moins d'1 an maintenant, donc c'est pas facile à appréhender, effectivement. Et de façon un peu symbolique, si vous voulez, ce qui met encore plus de vague à l'âme aux gens dans cette opération de dissolution, c'est la semaine dernière, quand on a commencé à retirer un petit peu les décorations des murs, de voir ces murs tout blancs, sans plus aucune décoration, sans plus aucune couleur, c'est vrai que ça déchire un petit peu. Tout le monde reconnaît que le site était exceptionnel, autant celui de Barcelonnette que celui de Briançon d'ailleurs. Il y avait un vrai savoir-faire, je pense, dans ces deux centres concernant l'aguerrissement en montagne. J'espère qu'on ne va pas trop perdre ce savoir-faire, notamment grâce à l'installation d'un nouveau groupement d'aguerrissement en montagne à Modane. Jusqu'à présent, c'est dans ces montagnes que s'entraînaient les troupes françaises en partance pour le Kosovo et l'Afghanistan. Playtime à 10, je répète, playtime à 10. La vallée de l'Ubaye ressemble beaucoup aux vallées du Panchir. Nos soldats apprenaient sur ces plateaux d'altitude à manœuvrer dans des conditions proches de la réalité. Le gouvernement dit qu'à Modane, en Haute-Savoie, ils pourront effectuer les mêmes missions. Pourtant, là-bas, tout semble différent et bien plus compliqué. La vallée est plus peuplée, le tourisme plus développé et les champs de tir plus difficiles d'accès. Un départ quelque peu précipité. Les soldats n'ont disposé que d'une quinzaine de jours pour reconnaître leur nouveau terrain d'entraînement. Bon, nous, on s'attend réellement à... Parce que le problème aussi, l'avantage qu'on avait ici, qui va devenir un petit problème, c'est qu'on va découvrir un peu le site. Donc, à part ces 2 semaines de reconnaissance, on va découvrir les sites un petit peu en même temps que les stagiaires, on va dire. Donc, ce qu'on ne faisait pas ici, avec l'expérience des uns et des autres, tous les sites étaient connus. Quand les nouveaux arrivants étaient mutés ici, il y avait voilà, il y avait un petit tuilage, quoi. Il y avait C'est beaucoup trouver des lieux pour travailler en sécurité avec les stagiaires qui ne sont pas adaptés au milieu montagne, quoi. C'est ça notre point chichiteux, parce que il faut pouvoir s'appuyer sur des chalets, des cabanes, des zones chauffées, au cas où il y aurait un souci, quoi. Comme c'est des unités non aguerries au milieu montagnard, quoi. Ouais, là, en plus, on va arriver dans une vallée qui est très encaissée, où les possibilités sont moindres qu'ici, quoi. Il y a pas mal de sites qui appartiennent à l'armée. Et donc, bon, on va essayer de jongler si on peut, avoir accès à leurs infrastructures. Là, le but, c'est qu'on avait tout, et là-bas, on n'a rien quasiment, pour l'instant. Donc c'est à nous de tout monter, essayer d'avoir les autorisations pour les pas de tir, pour le parc, pour ce qui ne va pas être simple, sachant qu'on ne peut pas rentrer dans le parc de la Vanoise avec les armes. Donc même pour bivouaquer ou quoi que ce soit, c'est des autorisations qui se demandent bien à l'avance. Donc c'est vrai que bon, ça demande pas mal de préparation, là. Donc ici, on a la dissolution d'un côté et puis la préparation de l'autre. Que faire désormais de ces 8 hectares? Comment les maintenir en état et avec quel budget? À Barcelonnette, l'expérience du passé permet d'émettre des doutes quant à l'avenir. Le buraliste et le boucher de la ville sont à leur manière des anciens combattants. Il y a 20 ans, ils ont, avec d'autres commerçants, défendu leur caserne et évité une première dissolution. Cette fois, ils n'ont rien pu faire et assistent impuissants à ce qu'ils ont toujours refusé de voir. Ma foi, hein, qu'est-ce que tu veux, hein. Bon, on n'est plus dans un contexte et tu es bien obligé de supporter. On n'a pas le choix. Non, on n'a pas beaucoup le choix, malheureusement. Ils arrêtent au mois de juillet, je crois, hein, ils se barrent tous. On n'a encore pas entendu parler de ce qui allait être refait et tout, or que moi je trouve que si on veut y mettre en place, il faudrait que ça soit en place cet hiver. Cet hiver, ils vont en faire quoi? Des bâtiments sans chauffer et tout, ça va tout péter, ça va faire comme un Josier, les bâtiments. Ça fait 3 ans qu'ils sont partis, les bâtiments, il n'y a toujours rien de fait. C'est tout saccagé. S'ils font pareil ici, ça sera la vraie panique. Hein. Dans la condamine, comme ça, c'est fini. Voilà.
Il y a le gardiennage, parce que si tu le gardes pas, ça va être saccagé, ça va faire comme un condamine exactement. Un condamine, tu passes au bord de la route, c'est la désolation, quoi. La vallée de l'Ubaye, dont les routes et le paysage furent dessinés par Vauban et Maginot. Jusqu'à 60 000 hommes de troupes ont stationné dans ces montagnes. Ce n'est pas la première fois que l'armée déserte la vallée. Et certains forts abandonnés il y a une trentaine d'années croupissent désormais sur le bord des routes, attendant qu'on daigne en faire autre chose que des ruines dangereuses. Allons à Josier, un village de 1000 habitants voisin de Barcelonnette. Il y a seulement 3 ans, l'armée a abandonné cette caserne. C'est un peu triste, ça me fait un petit peu mal au cœur. Je languis qu'il y ait un nouveau projet, notamment là, doit s'installer le centre de balnéothérapie. Je languis qu'il sorte de terre, ce centre de balnéothérapie, pour tourner la page. Les professionnels nous disent, s'il faut un centre de balnéothérapie, pour qu'il fonctionne, ce serait bien d'y associer un hôtel, ou voire 2 petits hôtels avec des clientèles différentes, et voire même quelques résidences de tourisme. Uniquement la partie balnéothérapie, on compte 5 à 6 millions d'euros. Et l'État nous a accordé 2 millions d'euros pour nous aider pour ces projets. Alors, comme il dit, ça va servir de levier pour avoir d'autres subventions du Conseil général, mais il n'a pas beaucoup de moyens. De la région, il faut aussi qu'il gère très bien. Et maintenant, il faut que je travaille avec un architecte et qu'on avance. Et après, il faut trouver l'argent. Et ça ne se trouve pas sous les pierres. Parce qu'on a beaucoup de pierres, mais toutes celles qu'on remue, il n'y a pas d'argent dessous. Moi, j'aimerais que dans 3 ans, avant la fin de mon mandat, j'ai encore 5 ans à faire, mais j'aimerais que ce soit fini avant la fin. Ça veut dire qu'il faut aller vite. Il faudrait que dans 3-4 ans, on commence à travailler et que dans 5 ans, je puisse me baigner. J'aimerais bien. Retournons à Barcelonnette, dont les habitants et leurs maires regardent de temps à autre du côté de Josier, ce qui n'est pas pour les rassurer. D'autant que les compensations financières promises par le gouvernement sont assujetties à des projets viables, créateurs d'emplois. Sans idée, pas d'argent. Et puis encore faut-il que ces subventions ne soient pas englouties par la remise aux normes des installations militaires pour une utilisation civile. Nous avons réclamé de pouvoir déjà récupérer le quartier Craplé, donc les terrains militaires et les bâtiments pour l'euro symbolique. Ceci nous a été accordé. Donc, en plus des 2 millions d'euros, nous récupérons la totalité du quartier pour l'euro symbolique. D'où la nécessité de réimplanter très très vite des activités pour pouvoir payer ce gardiennage et cet entretien. Et puis, nous avons demandé avec la plus grande insistance à l'armée de laisser les équipements qui pouvaient être utiles pour une reconversion. J'ai bon espoir que l'armée accepte de nous laisser, notamment le mur d'escalade, qui est effectivement un très beau mur au sein du quartier Craplé, qui occupe tout un hangar, et puis effectivement les équipements des studios qu'il y a et où on voudrait pouvoir accueillir des scientifiques venant étudier les risques naturels dans la vallée de l'Ubaye. La décision qui a été prise, c'est qu'on fasse l'aguerrissement en montagne dont on a besoin, à partir des régiments qui sont des régiments de montagne. Et donc on ne crée pas des unités particulières pour faire de l'aguerrissement de montagne, mais qu'on le fasse à partir des régiments de chasseurs alpins qui donc feront l'aguerrissement en montagne pour les autres unités qui partent dans des contrées type l'Afghanistan. Et donc, ce qu'il nous faut désormais, c'est travailler avec les élus, leur consacrer l'argent nécessaire pour créer les moyens de la reconversion. Alors, je sais que c'est pas forcément très simple, mais moi aussi, je suis maire, je suis président d'une communauté de communes, on connaît tous des questions de ce genre, mais si on y met beaucoup d'énergie, je suis convaincu qu'il y a des solutions. Des personnes qui
En 5 ans, Jean-Pierre Aubert a dépensé beaucoup d'énergie. Il faut dire qu'il n'a pas eu vraiment de chance. Avant d'être maire de Barcelonnette, il fut maire de Jauziers. Il a donc vécu 2 dissolutions de régiments. Ceci étant, il a beaucoup appris de la première, et notamment le fait que le propriétaire de toutes ces casernes, le ministère de la Défense, ne fait pas toujours preuve d'un grand altruisme. À Jauziers, il était prêt à céder la caserne à la commune pour la modique somme de 900 000 €. À ce prix-là, j'avais dit que jamais Jauziers rachèterait à ce prix-là. Et c'est compte tenu de l'expérience que j'ai eue à Jauziers, cette expérience m'a permis de dire au ministre, lorsqu'il est venu, que il était exclu qu'une ville comme Barcelonnette puisse se racheter sur la base de ce qui nous avait été demandé par la Défense nationale à Jauziers, et que la seule solution possible était de pouvoir le racheter pour 1 €. Autrement, il n'y avait pas de reconversion possible. C'est-à-dire que les 2 millions d'euros qu'on nous donnait auraient été instantanément engloutis pour en plus payer l'armée. C'était absurde, en tout cas indéfendable. Il faudra sûrement beaucoup d'investissements pour recréer de l'activité économique. Aucun train ne dessert Barcelonnette, aucun aéroport non plus. Nice et Marseille sont à 3 heures de voiture, Paris, 8 heures. Comment faire venir des entreprises, ou même des chercheurs? La ville n'est desservie que par une seule départementale. On ne s'arrête pas à Barcelonnette. On y passe l'hiver pour rejoindre les stations de ski, ou l'été pour gagner l'Italie toute proche. Tout ça, les commerçants le savent bien. Ça fait des gros soucis, hein, commerce local et tout, on va en prendre un coup, hein, c'est moi qui te le dis, hein, mon beau. Ben moi je pensais qu'on aurait dû se mobiliser un peu plus, on aurait dû essayer d'aller discuter avec le ministère, discuter avec déjà nous sur la vallée, avec les maires, la CCVU, les députés, tout le monde, on aurait dû se mobiliser un peu plus. Ils auraient dû nous mobiliser un peu plus. Il y a 20 ans, je crois que c'était en 88-89, j'étais président des commerçants à l'époque, on s'était battus parce que ils devaient déjà fermer l'armée, on s'était battus, on les a gardés encore 20 ans. Hein. Je crois que sur 7 régiments qui étaient fermés à l'époque, qui devaient être fermés, on a été les seuls à rester. Hein. À l'époque, voilà un peu les manifestations qu'il y avait eu à Barcelonnette. On avait brûlé un cercueil, des défilés de 2000 personnes dans les rues, avec des ballons noirs, et tous les commerces fermés. C'était du jamais vu à Barcelone. Hein. On était monté même à Paris, à l'Arc du Triomphe, où on avait déroulé une banderole. Hein, et c'est de là qu'on a été reçus par Rocard, monsieur le Premier ministre, qui nous avait fait, si vous voulez, avec monsieur Chevènement, qui avait modifié un peu, et où on a pu, malgré la dissolution du 11e BCA, monter un autre centre, le CECM, comme ça s'appelait après, de façon à ce que ne pas fermer la caserne. Et ici, là, vous voyez un peu, quand les casernes ferment, la ville... Si vous voulez, ça fait que le symbole qu'il ne nous restait plus rien. Hein, et on était, si vous voulez, cachés par des bérets, ce qu'ils nous appellent ici la tarte des militaires. Finalement, c'est là où on voit qu'il faut des fois vraiment se battre pour arriver à quelque chose, parce qu'on s'est battu là, et on a quand même gardé pendant 20 ans, ensuite, puisque c'est maintenant 2009, hein, ça fait 20 ans pile, on a gardé quand même 20 ans les militaires. Puis disons que la vie était peut-être plus simple à l'époque, là, avec la crise qu'on a actuellement. On a l'impression que les gens du coin, on défend que nos intérêts, alors que c'est pas ça, hein, on essaie de défendre tout le monde. Mais il n'y a pas, on sent pas si vous voulez, bon, maintenant, nous, ça fait 20 ans, on a pris 20 ans, on voudrait qu'il y ait des gens qui avaient notre âge. À l'époque, s'occuper de ça, c'est plus à nous, s'occuper. Bonjour. Café, tiens, impeccable. Hop, regarde. Ouais, t'as 2 minutes, on discutait un peu de problème de l'armée. Voilà, tambour, ben, voilà. Hein? Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Du départ de l'armée, là. Je perds 20% de mon chiffre d'affaires. Tous les samedis, tous les vendredis. Je perds les vendredis après-midi, les samedis après-midi, les samedis soirs, les dimanches, les jours de foot, les matchs de rugby, parce qu'ils sont tous accros de sport. Donc, Moi, en ce qui me concerne, je pense que l'armée, on va chiffrer à peu près 1 500 € par semaine. Ça va me faire perdre dans les 70 à 80 000 € de chiffre d'affaires par an, quoi. Et donc c'est quand même important dans une petite structure comme la mienne, quoi. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit l'armée s'en va, le dimanche, vous pouvez fermer. Ah ouais. Malheureusement, ça va en être là. Quand il n'y aura plus personne pour aller au bar et pour fumer, on perdra tout ça, quoi. C'est un tout, hein. C'est un tout.
tout ce qui est pour les familles, les enfants qui viennent acheter des bonbons, tout ça, ça part. Nous, c'est très saisonnier et la caserne, ça fonctionnait 12 mois par an. J'étais à la limite de rembaucher et je ne vais pas pouvoir le faire, quoi. Il y a le côté commercial, puis il y avait quand même le côté humain, relationnel avec les gens. Passant à ces choses-là, on a quand même vécu de grands moments d'émotion avec les stagiaires. Je me rappelle la dernière Coupe du Monde en 2004 où la France s'est retrouvée en finale face à l'Italie. Il devait y avoir sur la place, entre tous les bars, 200 ou 250 stagiaires. Quand la France est rentrée sur le terrain, ils se sont tous levés, ils ont chanté la Marseillaise. Je peux te dire que... Ah oui, c'était vraiment impressionnant. Bon, allez, à bientôt, ce garçon. À la prochaine. Allez. L'organisation se traduira par un certain nombre de fermetures ou de transferts d'unités militaires. Ces mesures seront complétées par un large dispositif d'accompagnement. Un dispositif d'accompagnement territorial qui aura pour objectif principal la création de nouveaux emplois. Les communes les plus touchées feront l'objet d'un accompagnement personnalisé. Des contrats de site ou des conventions d'aménagement seront proposés. Un dispositif de soutien au financement des communes dont le budget sera fortement déséquilibré est également prévu. Dans le mouvement social du 19 mars dernier, un petit groupe de manifestants. Ce sont les ingénieurs du service d'études des transports, des routes et autoroutes. Le CETRA, un service public domicilié à Bagneux aux portes de Paris. Bien malgré eux, ces fonctionnaires sont aussi touchés par la réforme militaire. Explication. En 2010, ils auraient dû déménager à Marne-la-Vallée, près de l'aéroport de Roissy, pour rejoindre un grand pôle scientifique. Tout y avait été conçu pour les accueillir. Les salariés avaient même participé à la conception de leur nouveau laboratoire. Et puis, il y a quelques mois, ils apprennent que tout est annulé et que finalement ils échoueront à Sourdin, un village de Seine-et-Marne, à 1h30 de Paris. Pourquoi ? Eh bien pour remplir le vide laissé par le départ du 2e régiment de hussards. Pourquoi un service de l'État qui est à Paris, pourquoi on le délocalise dans un trou paumé, comme ça? Paf! Mais ça remet tout en jeu, notre vie familiale, la scolarité de nos enfants. Donc les agents, la plupart des agents du CETRA, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? C'est de partir. Moi, je pense que dans quelques mois, le CETRA, il n'y a plus de CETRA, c'est fini. L'activité du CETRA va partir et puis le CETRA va mourir comme ça jusqu'à fin 2010. Moi, j'ai décidé de partir. Mon choix, il est simple. Soit j'abandonne ma famille et je vais à Sourdin, soit je reste, soit je trouve un autre poste. J'ai cherché, j'ai trouvé un autre poste. Le problème aussi de Sourdin, c'est que les conjoints ne trouveront pas de travail. Les seuls emplois proposés, c'est du tertiaire. Donc tous ceux qui ne travaillent pas dans le tertiaire ont quasiment zéro chance de trouver du travail. Donc ça veut dire que de toute façon, même si les agents qui partent décident d'aller s'installer là-bas, ce sera leurs conjoints qui devront avoir 2 heures le matin et 2 heures le soir pour aller sur Paris. Même si on y va, les conjoints ne vont pas suivre, donc on y va pour rentrer le soir, ou alors pour louer une chambre pour la semaine, et puis mais on fera pas vivre. On fera pas fonctionner l'économie de la commune ou de la région. Les militaires s'en vont, l'économie se tombe, donc allez hop, tiens, on a 300 agents qu'on va mettre là-bas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment effectivement les contraintes familiales et le transport que ça engendre pour tout le monde. On s'est bien aperçu que ça serait 4 à 5 heures de transport par jour pour les agents, et au minimum. Sourdin, à 100 km de Bagneux, là où désormais devront travailler les ingénieurs du CETRA, afin de compenser le départ du 2e régiment de hussards pour Haguenau, en Alsace. Il y a un an, ce village a lui aussi subi un choc en apprenant le départ de ses militaires. Sourdin, 1200 habitants, et un maire tenu à l'écart des décisions qui, pourtant, le concernaient au premier chef. C'est la presse qui m'a envoyé l'information, entre guillemets, par façon un peu indirecte. Donc on apprenait qu'il y avait le livre blanc avec le départ de certaines casernes. Donc ça a été l'information officieuse qui a été diffusée dans la presse locale et nationale. Donc ça a été le premier point, officiellement par le biais de la presse de nouveau, par l'annonce du Premier ministre qui a annoncé donc
que Sourdin partait sur Agneau. C'était le transfert, et ça a été fin juillet. Donc ça, c'est l'annonce officielle. Je n'ai pas eu de visite de ministre. Ça a été un peu la difficulté d'entendre par voie de presse cette annonce. Éric Torpier, lui aussi, a manifesté, avec les autres élus de Seine-et-Marne, et notamment le député UMP Christian Jacob. Les élus, les adjoints, tous ceux qui ont des écharpes devant. Tout le village était présent. Il faut dire que le 2e régiment de hussards rapportait à Sourdin et aux villes voisines des recettes considérables. Ce jour-là, le député était très en colère. Aujourd'hui, c'est ni plus ni moins une délocalisation. Alors je suis trop attaché à la République, aux principes républicains, pour parler d'État voyou. Je dis simplement qu'aujourd'hui, je ne vois pas où sont les économies, 50 ou 60 postes de gagnés d'un côté, 30 millions de chiffres d'affaires qui disparaissent de l'autre, 20 millions d'investissements qui sont faits depuis 5 ans qui partent en fumée. C'est vrai, depuis 5 ans, l'armée rénove ses bâtiments. La facture, 20 millions d'euros. Ce qui rajoute à l'amertume beaucoup d'incompréhension. Pourquoi autant de frais, en sachant que le départ était si proche? Le jour, en fait, le jour, même les mois qui ont précédé l'annonce, il y avait des entreprises qui travaillaient. Il y avait encore un permis de travaux avec les différentes entreprises qui œuvraient sur le chantier, qui étaient présentes. Ils faisaient des garde-fous sur les bâtiments. Donc, ils ont continué, en fait, à honorer tous les contrats qu'ils avaient pris avec différentes prestataires pour finir les travaux. Il leur restait, en gros, pour finir vraiment cette caserne en toute conformité, 2 à 3 millions d'euros. C'est-à-dire il manquait la piscine et le gymnase à rénover. Tous les bâtiments, tout ce qui est organes de restauration, de gardiennage, tout avait été rénové. Pourquoi avoir investi une telle somme en ayant cette arrière-pensée de ce livre blanc et de ce départ du régiment? Ce qui nous forçait à croire qu'en fait la décision ne serait pas prise sur Sourdin. On y pensait, mais on n'y croyait pas. Mais il y a toujours des travaux d'infrastructure. Le ministère de la Défense consacre des centaines de millions d'euros dans la rénovation de ces infrastructures. Donc toutes les unités, tous les régiments dans lesquels vous allez, vous avez toujours eu des travaux neufs. Il n'y a pas de régiment dans lesquels il n'y a pas de travaux. C'est pas vrai, ça. Il y a là le réfectoire, là le logement, là des bâtiments. Et c'est vrai que Sourdin, ça fait partie des unités où le patrimoine immobilier est en parfait état. Mais Dieu merci, on a beaucoup de régiments dans lesquels le patrimoine immobilier est en parfait état. Alors, il y a encore des travaux à faire. Il y a des efforts à effectuer dans un certain nombre de domaines. Et dans un certain nombre de régiments, j'ai pu le constater à chaque fois que je vais dans un régiment. Mais vous n'irez jamais... À chaque fois que vous décidez de fermer une unité, vous avez forcément eu des travaux les années précédentes. Parce que l'armée de terre ou l'armée de l'air, s'il s'agit d'une base aérienne, eh bien, en permanence, effectue des travaux d'infrastructure. Retour à Bagneux, où les salariés du CETRA organisent leur résistance. Contrairement au pôle scientifique de Marne-la-Vallée, à Sourdin, techniquement, scientifiquement, rien n'est prêt pour les accueillir. Et personne ne sait si c'est possible. Ce jour-là, quelques représentants des salariés de l'entreprise sont reçus à la mairie de Bagneux. Il ne s'agit pas, en termes d'élus, de jouer Bagneux contre Sourdin. Enfin, ce qui me préoccupe, c'est l'avenir de l'entreprise et puis évidemment l'avenir de ses salariés. Quand le ministre me répond, en gros, je ne peux pas vous recevoir tout de suite avec les salariés parce qu'on est en train de faire l'étude de faisabilité. Ça veut dire que cette décision, elle a été prise sans que l'étude de faisabilité... voilà. Quand on voit ce type de décision prise donc à la va-vite, sans étude, moi, ce qui m'inquiète sur le fond, c'est que derrière, je sais que le gouvernement a l'objectif donc de supprimer un fonctionnaire sur 2. On a 50% des agents qui vont demander leur mutation avant la fin de l'année et on atteint 93% avant la fin de l'année prochaine. Actuellement, la mutation d'office, c'est une sanction. Donc là, si on nous oblige à partir, ça veut dire que tous les agents du CETRA ont fait une faute. Donc c'est loin d'être le cas. On ne connaît pas ce que va faire le CETRA en 2011 là-bas. Donc on peut se positionner sur rien du tout, ni sur un logement là-bas pour éventuellement faire sa vie, ni bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends les transports sachant que ça va être 4 heures par jour, ni... On entend parler de salles de réunion qui seraient louées sur Marne-la-Vallée pour pouvoir faire les réunions, puis sur Paris, puis sur la Défense.
Donc ça veut dire que les gens qui s'installent à Sourdin, ils seront obligés de partir, eux, pour faire les réunions. Ah bah n'importe comment. Donc c'est quand même un petit peu... Ça, c'est ce qu'ils disent, effectivement, qui loueront des grandes salles, qu'à la Défense... Ça n'a plus aucun sens. Donc on nous demande de nous positionner sur un projet qui n'a pas de sens. Au revoir, à bientôt alors. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Ce qui est difficile pour eux, c'est de ne pas avoir d'avenir, quoi. Là, ils ne voient pas ce qui va se passer. Il y a un sentiment d'angoisse, en même temps de déception, un peu d'être maltraité, quoi, d'être pas pris en considération, de se sentir aussi un peu méprisé, quoi. Les clients du CETRA viennent de toute la France et d'une grande partie de l'Europe. Or, il n'y a pas d'aéroport à Sourdin. Il n'y a pas de gare non plus. Il faut 1h30 en voiture pour aller à Paris. Et puis les ingénieurs qui conçoivent nos futurs axes routiers et les transports de demain ne seront pas seuls dans la caserne. Ils devront la partager avec les élèves d'un futur internat d'excellence qui permettra lui aussi de combler le vide laissé par les militaires. Mais pour cela, il faut à nouveau des travaux conséquents pour accueillir 300 adolescents dès la rentrée prochaine et plus de 600 dans un an. Dans l'armée, il n'y avait pas de personnes en fauteuil roulant, il n'y avait pas de gens à mobilité réduite, donc pour pouvoir accueillir du public, il faut automatiquement mettre des ascenseurs, des sorties de secours, des choses qui sont liées à une activité, je dirais, de public. Ceci sur chaque bâtiment. Ensuite, tous les systèmes d'incendie qui n'avaient pas lieu dans une caserne doivent être mis en place. Donc vous voyez, entre aujourd'hui, le mois de mai et le mois de septembre, il reste 5 mois, à peine avec les vacances juillet-août, pour que les bâtiments soient mis aux normes, pour que ces enfants et les enseignants puissent rentrer dans les bâtiments normés. C'est possible, ça? Le délai est très court. Il y a eu une telle pression en fait, du président lors de sa venue. Il a fortement insisté pour que l'internat d'excellence fonctionne dès le début septembre. L'intérêt de l'État est que ça fonctionne. Et Sourdin sera le site exemple pour l'ensemble de toutes les reconversions qui seront faites dans l'année 2010 jusqu'à 2014. Pour que Sourdin soit un exemple en matière de reconversion des sites militaires, les entreprises locales ne devront pas chômer cet été. 3 mois pour remettre aux normes les bâtiments, les cours et sécuriser l'ensemble. Mais impossible n'est pas français, dit-on. J'ose y croire et j'espère que ça se fera de telle façon que ce site continue à vivre et qu'il y ait une continuité de vie à l'intérieur de ce site et que tout ce qui a été mis en place par le ministère de la Défense soit repris à l'identique avec les quelques rénovations et les mises aux normes, de telle façon que ce bâtiment revive et que l'on n'ait pas des squats dès le mois de juillet. Le 8 mai dernier, le maire de Sourdin, accompagné des anciens combattants et des habitants, commémorait la victoire des Alliés en 1945. Cérémonie du souvenir au monument aux morts du village. Souvenir aussi de la dernière commémoration en présence des soldats du 2e régiment de hussards. Puis, soudain, à l'initiative du garde champêtre, l'hymne de la résistance résonna dans le cimetière. Le vent emporta sûrement les paroles au-delà des murs, l'air à travers les champs. Peut-être que ce jour-là, il fut aussi l'hymne entonné à Dieuze, à Barcelonnette et dans de nombreuses petites villes qui avaient tenté de résister à une décision prise sans elles, mais qui remettait en cause leur avenir.